Postés non loin, aux abords du château de Sa Majesté, des gardes s'organisaient devant l'exécution d'un dangereux criminel. L'épée dressée bien haut vers le ciel, l'un des soldats qui tenait sa lame au-dessus du cou du condamné s'apprêtait à séparer le corps du régicide en 2 morceaux. Lorsque, sous le terrible blizzard qui s'abattait sur la région, un inconnu vint à s'approcher. Par la force du vent, une tornade de flocons de neige venait à l'envelopper. Celui-ci était simplement vêtu d'un sweatshirt rouge à capuche, d'un jean des plus classiques et d'une paire de baskets blanches. Attaché par une bandoulière, il transportait aussi sur son épaule un fusil d'assaut. « Halte, étranger! Tu te trouves en zone de non-droit !» s'exprimait l'un des gardes qui semblait être le chef de la milice. Imperturbable, l'homme continuait d'avancer. « Si tu fais un pas de plus, nous serons dans l'obligation de t'ôter la vie !» ajouta-t-il en posant une main prudente sur le fourreau de son épée. Les autres en firent autant, mais très rapidement l'inconnu dégaina son fusil pour venir les cribler de balles, venant transpercer comme du beurre leurs armures et boucliers respectifs. 4 de ces hommes furent mortellement touchés, tandis que 3 autres étaient encore debout, ou du moins à plat ventre, complètement galvanisés par la peur. Le chef, qui faisait partie des épargnés, s'adressa malgré ses craintes à l'assaillant. « Qui diable-es-tu, un sorcier ?» L'homme ne répondit pas à la question. « Lève-toi, tas de ferraille, et conduis-moi à ton roi, ou je vous réduis au silence. » Puis il détourna son regard du soldat pour venir le poser sur le condamné, qui se trouvait quant à lui toujours enchaîné. « Toi, charogne, qu'as-tu fait pour te retrouver là ?»« J'ai tué et torturé, monseigneur. » m'a-t-il annoncé sans le moindre soupçon de remords. « Parfait, tu viens avec nous. » Le brigand acquiesça dès lors sans protester. Concernant la situation des soldats, qui ne souhaitaient pas finir comme leurs frères d'armes, le chef et le reste de ses hommes obtempérèrent donc en acceptant de conduire ce mystérieux hôte à la rencontre de leur roi. Ils marchèrent alors à travers l'épaisse couche de neige qui recouvrait comme un manteau blanc toute la contrée en direction du château. Sur le chemin, ils jetèrent furtivement par-dessus leurs épaules des regards inquiets à l'encontre de l'inconnu. Celui-là ne manqua pas de le remarquer et attira leur attention sur le fait qu'il pouvait les oxyre à tout moment si l'envie de désobéir ou bien celle de s'enfuir venait à les prendre. « Avancez, bande de pelle-cul, et regardez devant vous !» ordonnait-il avec un regard en accent circonflexe. Se rapprochant dangereusement de la grille du palais, ils l'interrogèrent sur la façon et comment ils allaient pouvoir entrer sans éveiller les soupçons des autres gardiens, qui se trouvaient quant à eux à l'intérieur de l'enceinte. « Annonce-moi comme un messager, et dis-leur que j'apporte de grandes nouvelles. Tu es le chef de l'armée, ils te croiront. » Par chance, plutôt par miracle, leur passage à l'entrée se passa sans encombre, ainsi que dans l'allée principale, malgré les quelques interrogations de la garde rapprochée du roi sur cette visite impromptue. Et on put observer quelques-uns d'entre eux venir taper le coude de son voisin. Ils entrèrent dans le château et se dirigèrent tout droit vers la salle du trône. À la première vue du condamné qui n'était pas encore mort, le roi, qui ressemblait bien plus à un baril de vin qu'à un seigneur de guerre, se mit à hurler chaudement en gesticulant comme une anguille sur son trône royal. « Soldat, comment se fait-il que ce gueux soit encore vivant? Et par Dieu, qui est donc cet étranger ?» Mais alors que le chef des gardes allait prendre la parole pour tenter de lui répondre, l'inconnu au sweatshirt rouge braqua son arme sur le roi pour lui tirer une rafale de balles. Le corps du souverain vint à tressauter sous les impacts et toutes les personnes présentes dans la salle se mirent à hurler avant de courir se réfugier. Les gardes, quant à eux, se trouvaient dans une position indécise, entre la ferme envie de répliquer et celle de se cacher au plus vite comme les autres. C'est alors que le tireur prit la parole. « Écoutez-moi, cet homme était un imposteur !» dit-il en désignant du doigt le roi mort qui avait glissé de son réceptacle doré et qui se trouvait à présent plongé dans une mare de sang. « Il vous trompait, vous pillez, et par ce fait je serai dorénavant votre nouveau roi. Faites donc allégeance à votre nouveau maître !» s'exprimait-il avec la plus grande des convictions. Ne voyant apparaître aucune réaction auprès de la cour, il tira avec une certaine rage une nouvelle rafale sur le buffet, posé sur l'immense table qui se trouvait au centre de la pièce. « Faites-moi allégeance! Faites-moi allégeance! Ou vous êtes tous morts !» Terrorisé par cet inconnu sorti de nulle part et par sa baguette magique, capable de transpercer n'importe quelle matière, ils capitulèrent et lui firent tous honneur en se soumettant devant lui. Parmi eux, un vieillard à l'allure d'un mage vint à l'interpeller. « Pardonnez-moi, monseigneur, mais comment doit-on vous nommer ?» Le nouveau souverain lui jeta un regard acidulé. « Qui es-tu pour venir interrompre ce délicieux moment ?» Eh bien, j'étais le principal conseiller du roi. » Eh bien, maintenant tu es mort.
lui répondit-il avant de lui tirer de sang-froid plusieurs balles dans la tête. La foule s'était vue effrayée une fois de plus. « Je suis le roi Kevinard !» s'écria-t-il en levant les bras comme on célèbre une victoire. « Toi, comment t'appelles-tu » s'adressa-t-il aux criminels qui les avaient suivis. « Jopin le Vaurien, monseigneur. » « Très bien, Jopin. Tu es à présent mon premier conseiller. Garde! Libérez cet homme sur le champ, et qu'on lui apporte de nouveaux vêtements. » Serviteurs et sentinelles se hâtèrent d'obéir aux ordres de leur nouveau roi. « Maintenant, présentez-moi ma reine. Hâtez-vous! Présentez-moi ma reine !» s'énervait-il en se comportant presque comme un enfant gâté. De là, une femme d'un certain âge vint à se poster face à lui. « Trop laide, trop vieille, qu'on la chasse hors du royaume. Vous m'apporterez sur un plateau les plus belles femmes du village. » Après ces mots, l'épouse du roi défunt fut alors traînée sans ménagement vers la sortie. Kevinard posa ensuite son regard bleu perçant sur le magnifique buffet présenté sur la table royale, disposé devant lui comme un véritable festin, et il ordonna qu'on lui servît immédiatement son dîner, ainsi qu'à son conseiller Jopin le Vaurien. Après s'être restauré abondamment jusqu'à s'en écœurer, et cela devant sa cour, restée quant à elle en retrait, le tout dans un silence de pompe funèbre, il somma aux musiciens et ménestrels de jouer leur plus belle musique. Il frappa des mains pour en donner l'ordre, et tous accoururent à leurs instruments. L'ambiance était quelque peu apaisée, et certains même osaient s'aventurer au milieu de la salle pour danser sous les airs entraînants des mélodies. Pour pimenter et agrémenter un peu plus ce moment, Kevinard suggéra qu'on fasse appeler un bouffon afin qu'il vienne les divertir. Le troublion fit alors une entrée remarquée devant la cour, et sans langue de bois, il se mit à faire directement des plaisanteries sur la tenue vestimentaire du nouveau roi, ainsi que sur sa façon grotesque de s'exprimer. Ce sketch fit beaucoup rire toute l'assemblée, sauf bien entendu Kevinard, qui se leva d'un bond de son trône pour se diriger tout droit vers le saltimbanque. Face à lui, le plaisantin déglutit en ravalant sa salive, et cessa de faire le pitre. Le souverain le considéra un instant, puis il prit la parole. « Mes chers amis, laissez-moi donc vous présenter un de mes tours préférés. » Kevinard retira de l'une de ses poches une grenade à main. Tout le monde observait la scène avec attention, en s'interrogeant les uns les autres sur la nature et le caractère de cet objet, qui, je le rappelle, leur était complètement inconnu à cette époque-là. Un silence de plomb vint alors remplacer les notes de musique. Le jeune roi demanda au bouffon de bien vouloir ouvrir la bouche, et alors que celui-ci tremblait comme un enfant qu'on l'aurait plongé dans une eau glacée, dut obéir malgré ses réticences. « Maintenant, chers amis, je vais vous demander votre plus grande attention, car dans un instant, devant vos yeux ébahis, je vais faire disparaître cet homme. » De là, il tira sur le crochet de sécurité relié à l'engin explosif, pour ensuite s'enfuir à toutes jambes en criant aux autres de l'imiter. Le saltimbanque, qui ne savait pas quoi faire en vue de cette situation, sautillait sur place et jetait des regards de détresse tout autour de lui. Cependant, personne n'avait essayé de lui venir en aide, préférant de loin s'enfuir vers le fond de la salle. Ne pouvant plus tenir au risque même de mettre en colère son nouveau roi, il voulut recracher la grenade hors de sa bouche, mais malheureusement ce fut trop tard. On put entendre un léger cliquetis, puis une énorme explosion qui fit trembler tous les murs du château. Un nuage de fumée avait alors envahi l'endroit, et Kevinard attendit que celui-ci se dissipe pour se rapprocher de la victime. « Mesdames et messieurs, admirez donc !» cria-t-il en les invitant à venir regarder tous les morceaux du corps démembré du bouffon, se trouvant à présent éparpillés sur le sol en damier. Face à ce charnier, seul Kevinard et son nouvel acolyte Jopin avaient ri à plein poumon devant ce spectacle d'horreur. « Je vous êtes drôle, monseigneur. » Certaines des convives excessivement choquées s'étaient mises à vomir tandis que d'autres tentèrent de s'enfuir à toutes jambes. Kevinard les rappela donc à l'ordre en rafalant plusieurs tirs dans leur direction, et ils durent tous rebrousser chemin en se regroupant auprès de lui. Pour apaiser la situation, il fit débarrasser le corps embouilli du comique, et par un simple regard appuyé sur ses musiciens, ceux-là comprirent de suite qu'ils devaient se remettre à jouer de leurs instruments. La fête reprit donc tant bien que mal son entrain, et le roi en profita pour convier le chef de la milice. « Que puis-je faire pour vous, monseigneur ?» demanda-t-il, le genou à terre. « Non loin d'ici, à environ 2000 pas de ce château, tout près d'un puits, se trouve une caisse en fer. Je veux que toi et tes hommes aillent me la récupérer et que vous me la rapportiez. Maintenant, va! Cours !» « À vos ordres, monseigneur. »« Attends !» Le chevalier s'arrêta dans son élan. « Ne l'ouvrez surtout pas, ou vous en subirez les conséquences. » Le chef de la milice acquiesça d'un hochement de tête, avant de prendre congé.
Plus tard, alors que le jeune souverain s'adonnait à des plaisirs charnels, en participant aux côtés de son nouvel ami Jopin le Vaurien à une folle orgie composée exclusivement de jeunes femmes, toutes plus belles les unes que les autres, le chef de la milice vint lui annoncer qu'ils avaient retrouvé la caisse en question. Blotti entre une poitrine abondante et une paire de fesses rebondies, Kévinard se leva pour enfiler une robe de chambre aux peaux d'ours, et il se dirigea avec empressement vers la salle du trône. Puis-je vous demander ce qu'elle contient, maître suprême? Non, tu ne te permets rien du tout. Va plutôt me chercher l'alchimiste et les druides du village. Le chevalier du roi repartit dubitatif sur la question. Kévinard en profita pour ouvrir la caisse et un sourire victorieux vint s'inscrire sur son visage juvénile. En effet, celle-ci était remplie d'armes à feu en tout genre et de toute taille, de lance-roquettes, de puissants explosifs, ainsi que d'un gilet pare-balles et des milliers de munitions. Ensuite, la porte du château s'ouvrit en grand pour laisser entrer le chevalier et ses hommes. 2 alchimistes, 2 druides et un vieil ermite les accompagnaient. Voici les œuvres de savoir que vous avez demandé, seigneur Kévinard. Parfait! Approchez, messieurs! Une fois qu'ils furent à sa hauteur, il leur tendit un bloc-notes. Vous trouverez dans ce petit cahier tout le matériel nécessaire pour la réalisation de ces objets, les informa-t-il en leur montrant toutes les armes disposées dans la caisse. Vous trouverez également tous les plans de conception pour pouvoir les recréer. Maintenant au travail! Hâtez-vous! Cria-t-il en frappant des mains. Les hommes de science se regardèrent avec désespoir, puis ils emportèrent la caisse avec eux comme on emporte un fardeau. Ah oui, j'allais oublier! Qu'il ne vous vienne pas l'envie de vous servir de ces armes contre moi, car j'en possède de bien plus puissantes. Alors méfiez-vous, s'enticha-t-il d'ajouter avant qu'ils ne partent pour de bon. Mais que comptez-vous faire de toutes ces baguettes magiques, mon maître? Interrogea le Vaurien qui venait de le rejoindre. La guerre, misérable crétin. La guerre? Mais contre qui? Kévinard prit un temps de réflexion, caressant le duvet naissant de son menton avant de répondre. Vous le saurez bien assez tôt. Puis il se tourna vers le chef de la milice. Chevalier! Oui, monseigneur. Quel est ton nom? Je me nomme Geoffroy, monseigneur. Très bien, Geoffroy. Trouve-moi un architecte, des ouvriers et amène-les jusqu'ici. Tout de suite, messire. De retour avec le maître en œuvre et d'une dizaine d'artisans, Geoffroy vint à les présenter au souverain. Vous allez me renforcer ce palais. Je veux qu'il soit plus robuste et plus résistant qu'une forteresse. Car à tout moment, il faut s'attendre à d'éventuelles attaques. L'attaque, dites-vous? Mais qui voudrait nous nuire, mon absolu? S'inquiétait Geoffroy ainsi que toutes les personnes présentes. Eh bien, il y a ce traître de voisin, posté à la frontière avec son armée, le duc de Médecouille ou je ne sais quoi. Vous voulez sûrement parler du duc de Gribouille, messire. Oui, voilà, Gribouille, c'est ça. Et je sais de source sûre qu'il a l'intention de nous assiéger. Cela m'étonne, car le duc n'a jamais eu à notre égard la moindre once d'hostilité. Sans qui de lui répondre Geoffroy. Kévinard plongea son regard persuasif dans celui du chevalier, qui tenta de se rattraper du mieux qu'il le pouvait. Enfin, si sa majesté affirme qu'il en est ainsi, conclut-il en courbant l'échine. Kévinard esquissa un léger sourire en prouvant une fois de plus sa supériorité, puis il reprit la parole. Bien, chevalier, vous serez en charge de la bienveillance concernant la production des armes ainsi que de l'évolution des travaux au sein de ce château. Je vous donne 1 mois pour tout réaliser. Maintenant, retournez à vos occupations. À vos ordres, monseigneur. Les jours et les semaines passèrent, et Kévinard occupait la plupart de son temps à dormir, à manger, à boire, à copuler, et plus effrayants encore, à exécuter son personnel sur une simple contradiction ou erreur de leur part. Comme lorsqu'il fit brûler l'un de ses cuisiniers pour avoir oublié par inadvertance une arête dans son poisson. La fois aussi où il fit écarteler un de ses musiciens qui lui avait soi-disant provoqué de terribles acouphènes. Et c'est sans compter tous les serviteurs qui avaient trouvé la mort pour ne pas avoir rempli correctement leur tâche. Se comportant tel un satyre, la vie du château s'apparentait comme un véritable enfer. Jusqu'au jour où le chevalier Geoffroy vint lui annoncer la fin des travaux de renforcement de l'édifice, ainsi que la réalisation finale des armes à feu et des explosifs. Sous les effets enivrants de l'opium, le jeune roi tout excité le suivit jusque dans les sous-sols du palais, là où se trouvait tout le stock des armes. Il se frotta les mains de satisfaction en se ruant sur l'une d'entre elles, qui ma foi n'était pas exactement les mêmes qu'à l'origine, mais ses répliques semblaient a priori fonctionner. Pour s'en assurer immédiatement, il tira sa boue portant sur l'une des sentinelles présentes, venant accrocher sa cervelle gluante sur le plafond voûté du lieu. Excellente! Cachette un peu dure, l'aspect est légèrement différent, mais ça fera l'affaire, avait-il conclu sans émettre la moindre émotion pour l'homme qu'il venait de tuer. Tout le monde s'échangea des regards des plus inquiétants, et malgré les excès quotidiens ultra-violents de leur roi, il n'arrivait jamais pour autant à s'habituer à cette impulsivité tonitruante. Maintenant passons aux explosifs.
D'une main tremblante, l'un des alchimistes vint lui tendre une des grenades presque identiques aux anciennes. Sans perdre une seconde, il découpilla l'engin, ouvrit la visière du casque de l'un des gardes qui se trouvait à ses côtés, pour y loger l'explosif à l'intérieur. Il referma d'un geste rapide la visière du malheureux, avant de venir lui flanquer un franc coup de pied qui l'envoya valdinguer plus loin sur le sol. Lourdement handicapé par son imposante armure, il voulut s'empresser de retirer son casque après avoir tenté de se relever. Mais c'est alors que la bombe avait implosé, éparpillant un peu partout et sur tout le monde des morceaux de son corps entièrement déchiquetés. Sublime! Un peu rapide à exploser, mais pas moins efficace. Chevalier Geoffroy, équipez donc tous nos hommes avec toutes ces merveilles, et dès l'aube, nous irons rendre une petite visite à ce bon gros roi de Gribouille. Tout de suite, messire, avait répondu machinalement celui-ci, qui se voyait complètement dépassé par le cours des événements. Le lendemain, alors que son armée entière était armée jusqu'aux dents, prête à investir le territoire voisin de Gribouille, Kévinard admirait fièrement ses troupes militaires, lorsqu'il put entendre la sonnerie d'un message provenant de son téléphone portable, et il le saisit de sous ses vêtements afin de s'en affranchir. Quel est donc ce curieux objet, mon maître vénéré? Demanda Chopin qui se trouvait fidèlement sur sa droite. La ferme! Changement de programme! Ordonna le souverain qui était devenu en l'espace d'une seconde aussi blanc qu'un linge. Chevalier Geoffroy, faites déposer immédiatement des armes dans ma suite personnelle, puis donnez l'ordre à vos hommes de tenir l'entrée du château. L'ennemi s'approche à grands pas. Apparemment décontenancé par le message et son contenu, le roi fonça tel une météorite vers ses appartements pour s'y enfermer seul. À peine s'était-il barricadé qu'il put entendre de grosses déflagrations venant de l'extérieur. C'est alors que Chopin était venu frapper à sa porte. « De grâce, mon roi !»« Oui, tu me déranges !» beuglait-il à travers la porte. « Nous sommes attaqués !»« Et alors, utilisez vos armes !»« Elles ne servent à rien contre ces ennemis !»« À quoi ressemble-t-il ?»« Eh bien, de toute ma vie, je n'ai jamais vu des guerriers de la sorte. Ils portent des vêtements noirs avec à leurs pieds des espèces de bottes tirées de la même couleur. Et j'ai pu observer également de petites plaques de verre fumé noir fixées devant leurs yeux. »« Pauvre abruti de service! Ce sont les hommes en costume et lunettes noires, ils viennent me chercher !» Puis se fit au tour du chevalier Geoffroy qui se mit à cogner avec véhémence à sa porte. « Roi, laissez-nous entrer! Dehors, l'enfer se déchaîne, ils nous balayent comme des feuilles mortes. Leurs armes sont bien plus puissantes que les nôtres. Avec un seul tir, ils ont décimé la moitié de notre armée. Par pitié, monseigneur, ouvrez-nous !»« Allez mourir ailleurs, bande de mouches à merde! Vous me déconcentrez !» En effet, celui-ci était en train de charger son fusil d'assaut et de s'équiper d'un gilet pare-balles. Ensuite, après s'être armé et protégé au maximum, il alla se placer face à la porte, prêt, pensait-il, à recevoir ses ennemis. « Venez me chercher, je vous attends !» hurlait-il, galvanisé par l'adrénaline. Lorsqu'il put entendre les cris, ou plutôt les hurlements de terreur de Geoffroy et de son sbire Jopin le Vaurien, et cela était venu lui glacer le sang. Des vagues de sueur coulaient à flot sur son visage, et alors qu'il beuglait toutes sortes de noms d'oiseaux à l'encontre de ses assaillants, la porte de sa chambre a explosé, ainsi que le mur qui la retenait. Emporté par le puissant souffle de l'explosion, Kévinard fut projeté en arrière et il se retrouva les quatre fers en l'air à demi ensevelis sous des gravats. Des individus en costume et lunettes noires entrèrent dans sa suite, qui ressemblait à présent à un champ de bataille, et il se retrouva très vite encerclé. « Mort ou vif, on te ramène avec nous », lui dit l'un des hommes. Mais alors qu'il s'apprêtait à l'emmener avec eux, une voix de femme résonna dans tout l'enceinte du château. Tous se cherchèrent sa provenance, mis à part Kévinard, qui commençait étrangement à disparaître. « Kevin! Kevin! Tu arrêtes avec ce jeu de réalité virtuelle et tu viens manger maintenant! Ça va faire des semaines que tu n'es pas sorti de cette chambre! » « Ouais maman, ça va, j'arrive! De toute façon, j'ai encore perdu. » Game over.